Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, eh bien oui, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, enfin plutôt rendez-vous il y a quelques semaines, ouais. Après un épisode de bilan de 10 ans de Japon, alors attention, je reprécise, pas 10 ans au Japon, mais 10 ans de Japon, parce que ça fait 10 ans que j'avais préparé, après mon premier voyage, maintenant ça fait déjà quelques semaines, mois, mais voilà, il y a quelques mois, ça faisait 10 ans que je revenais de mon premier voyage. Donc il y a eu un premier épisode qui vous a bien plu, au vu des sympathiques et nombreux messages que j'ai reçus. Donc un grand merci au passage, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages pour dire voilà, je suis content d'écouter le podcast, cet épisode était vraiment cool, blablabla. Voilà, ça fait plaisir, donc merci. Et dans le premier épisode de cette trilogie, on s'était arrêté à mon départ en 2018 vers ma première tentative finalement d'installation au Japon. Je vous ai laissé dans l'avion en train de dire adieu à ma précédente vie pour débuter une aventure un peu fofolle que j'avais pas vu venir il y a quelques années en tout cas. Et oui, vous l'aurez compris, cette semaine il n'y aura pas de 36-15 ma vie, car je suppute que l'épisode, et je suppute pas, je pense que l'épisode va être vraiment très long. L'épisode devrait couvrir la période 2015, l'épisode 1, on va dire, il couvrait la période, je vais y arriver, de 2015 à début 2018, donc environ 3 ans. Là, on va partir sur une période à peu près de 4 ans, mais pas tout à fait, je pense que je vais couper avant parce que ça risque d'être long. Et donc, on est en avril 2018, voilà, tout début avril, et on sort de l'avion, arrivé de Tokyo, avec mes 2 grosses valises, mon gros backpack bien rempli, vu que c'est tout ce qui me restait de ma vie parisienne, en gros, d'avant. Un gros sac à dos, voilà, et pas le temps de l'embiner sur « Oh cool, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, je viens de m'installer au Japon, c'est génial, je peux... » non, car je dois surtout courir pour choper un train, puis un Shinkansen, direction Kyoto. Dans le Shinkansen, je dois envoyer un message à mon agent immobilier pour lui confirmer que je serais bien à l'heure, parce que du coup, il m'avait donné un rendez-vous genre vers 19h, mais c'était un peu tendu, je vous passe les détails, j'en avais déjà parlé plein de fois, mais en gros... je devais avoir un peu plus de temps, mais finalement j'ai réussi à avoir les clés le jour même de mon arrivée, mais du coup vu qu'on sait pas à quelle heure exactement on arrive, le temps d'avoir les valises à l'aéroport, etc., il y avait un peu de stress quoi, puis il suffit que l'avion ait du retard, etc. Et on avait rendez-vous à 19h le soir, donc ça laissait pas énormément de retard possible non plus. Mais voilà, du coup j'étais un peu en mode ouf, faut courir machin et tout, donc pas vraiment le temps de kiffer la life comme on dit et de dire c'est bon, je suis à Kyoto ou je suis au Japon, c'est super. Donc voilà, j'étais plutôt en mode stress, vu que j'envoie un message pour dire ok je suis là dès que j'ai chopé du wifi. Pour du coup après arriver à Kyoto et puis courir, voilà, je cours, dans le train je fais rien, mais ensuite je me dépêche avec mes 2 valises, mes 55 kilos à porter dans les longues lignes droites de Kyoto, c'est même plus de 55 kilos je pense, pour rejoindre ce qui restera à ce jour le meilleur nom d'appartement que j'ai eu de ma vie, le fameux Jardin du Pin. Bon, c'était Bread Garden en anglais, mais en français ça claque mieux, le Jardin du Pin. Car oui, je vous l'avais dit, mon agent immobilier n'était pas dispo le jour suivant, ni le surlendemain. Du coup, on s'est retrouvés, il m'avait dit, ouais, on a un jour férié, on a un jour congé donné par notre truc, donc est-ce qu'on peut pas se voir ce jour-là? Et moi c'était le jour où j'arrivais, donc ça m'a arrangé. Au début, j'aurais préféré le voir le lendemain, avoir le temps de souffler. Puis en même temps, je me suis dit, comme ça, moi j'ai les clés tout de suite, puis je peux enchaîner, quoi. Donc, why not? Donc voilà, je me suis retrouvé à 19h pour faire l'état des lieux, prendre les clés de l'appartement. Bon, j'emmenais pas l'argent. J'avais 15 heures de transport dans les pattes, voire plus, avec l'attente à Paris, etc. J'étais en sueur avec mes valises, à courir dans Kyoto pour être à l'heure, quoi. Et j'allais faire un état des lieux dans une langue que je parlais pas et que je comprenais pas. Oui, je suis arrivé sur Kyoto avec 0 japonais. J'avais pris quelques cours, mais j'avais vraiment tout oublié. Bon, là j'arrive, il y a mon agent qui est un peu en retard, mais pas beaucoup. Donc j'attends sur le parking. J'attends donc quelques minutes. Et j'ai pas vraiment encore le temps de réaliser parce que tout s'est quand même enchaîné quand même assez vite quoi. Et je découvre mon appartement que j'avais vu que en photo. Je suis content et un peu déçu aussi sur certains points, mais quand même content. Il est assez neuf, il est à un étage élevé, genre 8ème de mémoire. Pour Kyoto c'est un étage élevé parce qu'il n'y a pas des gros buildings. J'ai une belle vue sur les montagnes, une grande baie vitrée, comment on appelle ça, un balcon qui fait toute la longueur. Donc voilà, c'est joli. L'agent immobilier parle super mal anglais, mais on se débrouille, il est gentil, ça dure vraiment pas longtemps, car difficile de communiquer. Il se barre, et je me retrouve tout seul dans cet appartement vide de 34 mètres carrés. J'allais faire un petit ouf de soulagement, mais j'entends frapper, voilà, tout de suite après, à la porte. Je vais ouvrir, et là je vois mon agent qui revient pour me donner un conseil super important. Il me dit, un truc qui me servira toute ma vie, si tu sors de chez toi, prends tes clés. Merci Juichi, j'aurais jamais pensé. Bref, c'est là où je me suis dit que cette aventure allait vraiment être drôle. Bref,
Il se barre enfin, je suis au milieu de mes valises, donc je souffle un peu, et je me dis, ah putain, ça y est, j'y suis quoi, je suis là. Je suis excité, et en même temps, je me dis plusieurs fois, et cette phrase est revenue souvent, qu'est-ce que je fous là? Euh, je me suis souvent posé cette question, mais pourquoi j'ai décidé de tout quitter, de venir dans un pays où je comprends rien, où la langue est compliquée, moi qui suis nul en plus dans l'apprentissage des langues, qu'est-ce que je viens foutre dans cette galère en quelque sorte? Cette phrase, elle est vraiment revenue très souvent au début, qu'est-ce que je fous là? Mais en même temps, elle me faisait souvent sourire plus qu'autre chose. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'étais pas le seul à me le poser, hein. La plupart des étudiants qui sont venus au bout d'un moment, où je pense que la plupart des gens qui sont venus et qui sont pas venus dans des conditions genre Total Energy sont venus leur a loué un appartement et tout est prêt, puis genre vous savez l'expat quoi, le vrai expat avec qui vient avec famille, puis genre il y a pas grand chose, pas trop de trucs compliqués. Encore même ces gens-là doivent se poser cette question-là. Mais je veux dire, quand t'arrives et qu'il y a un petit peu de challenge, tu te dis mais pourquoi je suis venu là quoi? Pourquoi je suis pas allé dans un pays genre au moins qui parle anglais quoi, où ça serait déjà un minimum plus simple quoi. Mais bon, c'est une petite question que tu te poses et c'est pas genre. Alors, il y a des gens qui doivent vraiment stresser, il y a des gens voilà, pour qui la solitude c'est compliqué, pour qui le changement c'est compliqué, etc. Donc il y a des gens, on est tous différents. Moi c'était très light, mais c'est juste comme justement pour quelqu'un qui suis quand même. Je suis pas quelqu'un d'aventureux à la base, mais je suis quelqu'un de débrouillard, donc j'arrive à me démerder, j'ai pas trop de stress dans ces cas-là. Mais quand même, je me posais la question régulièrement. Et pas forcément dans des moments de stress, mais parfois tu t'arrêtes, puis tu te dis mais pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et je me le demande encore, hein, même parfois. Parfois ça m'arrive de me dire mais y penser, ça de me poser 5 minutes, me dire mais qu'est-ce que je fous dans des milliers de kilomètres du pays où je suis né? Je suis marié avec une fille avec qui on parle pas la langue en commun. Enfin voilà, qu'est-ce que je fous là? Puis je pourrais avoir une vie beaucoup plus simple en France, plus facile, alors que là je suis encore à 45 ans à être en mode galère fighting, alors que si je serais en France, je vous dis pas que j'aurais une vie rêvée, que j'aurais un 200 mètres carrés que j'aurais acheté, parce que bah, j'aurais pas énormément plus d'économies, je pense, peut-être un peu plus quand même, mais pas énormément plus d'économies, mais la vie serait plus cool, voilà, plus tranquille on va dire. Pas cool dans la vie de tous les jours, mais plus tranquille sereinement, voilà. Et donc parfois je me dis mais pourquoi quoi? Après je regrette pas, hein, mais bah, parfois tu te poses la question, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'en suis arrivé là quoi? Et au début, par contre, cette phrase-là, tu te la poses souvent. Mais comme je vous le dis, elle me faisait plus sourire. Parce que c'était marrant, il y avait eu des problèmes, mais jamais rien de super grave. Mais voilà, la phrase qu'est-ce que je fous là? Elle est arrivée dès le premier jour. Et elle est revenue quand même assez souvent. Mais bref, on revient dans l'antre du pain. Voilà, le fameux jardin du pain. Donc je fais quelques mesures en vitesse pour vérifier si j'avais eu le compas dans l'œil. Parce que oui, j'avais déjà prévu via les photos, j'en avais pas vu beaucoup de photos, mais comment j'allais aménager mon appart. J'avais préparé la liste de meubles sur Ikea, parce que je m'étais dit Ikea c'est le plus simple pour acheter des meubles. Donc je check pour voir si tout rentre, car je voulais faire ma commande rapidement pour meubler l'appartement, quoi. Et j'ouvre mes valises, je vide mon sac. Alors, je vide mon sac, je vais dire salaud, non, j'ai vidé vraiment mon sac. Je vide mon sac à dos, finalement, je remplis des affaires pour la nuit, voilà, juste ce qu'il faut pour rester à la nuit, et je pars en direction de mon hôtel, parce que j'avais forcément réservé un hôtel pour le premier soir, sachant que j'allais arriver à 19h. Vous vous doutez bien que bah, sinon j'aurais dû faire vraiment du camping à la dure, sans oreiller, sans rien, je savais même pas si l'électricité aurait été active ou pas, donc non, j'ai pris un hôtel dès le départ. Donc voilà, pas de meubles, pas de rideaux, pas de lumière non plus, hein, il n'y avait pas d'ampoule, rien de rien dans l'appartement pour le premier soir. Donc j'arrive à l'hôtel, je me sors faire un petit combini quand même des familles, hein, parce qu'on arrive au Japon, voilà, on a couru partout, il devait être quoi, à 21h là. Donc je me dis, bon allez, je vais manger un petit truc dehors. Et donc je prends direction la Kamogawa. Et là encore, c'est un moment un peu étrange où on commence à réaliser ce qui se passe, quoi, à se dire tiens, ça y est, parce que au début c'était un peu la course et tout, donc il n'y a pas eu trop le temps de souffler. J'ai pu souffler une première fois dans l'appartement, mais bon, appartement vide avec les valises, et là tu fais bon, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe? Là voilà, c'était les trucs à l'hôtel, voilà, c'était fini pour la soirée, il n'y avait plus rien à faire là jusqu'au lendemain. Et donc j'ai eu ce petit moment où j'ai pu me poser dans un petit parc à côté de la Kamogawa et me dire bon voilà, ça y est, on y est. Cependant, la suite était beaucoup moins cool, hein. J'ai pas mal couru tous les jours suivants, pour pouvoir juste habiter dans mon appartement correctement. Donc voilà, pour pas trop dépenser, j'avais pris qu'une nuit d'hôtel aussi, hein, parce que du coup, faut quand même faire attention à ses économies, même si j'avais quand même fait j'avais un beau budget pour partir, mais bon, on le sait, ça part vite. Donc voilà, j'avais fait qu'une nuit à l'hôtel, et donc après, le lendemain, c'était habiter dans le jardin du pain. Donc dès le deuxième jour, je devais avoir au moins un futon, un oreiller, etc. Bref, les premiers jours, j'ai fait des allers-retours, Yodobashi, j'ai fait des emplettes sur Ikea, en ligne, j'ai eu plein de petites galères, mais rien de compliqué. Encore une fois, hein, pour ceux qui veulent tous les détails, réécoutez les anciens podcasts, hein, je vous ai parlé de tout ça en long et en travers, tout ce dont je vous parle là, pendant les 10 ans, forcément, il y a déjà eu des épisodes spécifiques sur chaque cas. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment, qui découvriraient l'épisode et qui veulent en savoir plus, 230 épisodes, allez fouiller. Mais bref, on fait quand même là un genre de résumé.
Donc voilà, je fais mes emplettes, etc. Plein de petits galères, mais bon, il n'y avait rien de compliqué au final, il n'y avait rien d'insurmontable. Mais c'était quand même la course, hein. C'était pas en mode cool, les sakura, parce qu'on est en avril, les balades, ouais, je vais pouvoir profiter avant. J'ai 2 semaines avant les cours, alors j'ai pas vraiment profité, hein. J'ai vraiment, en fait, je me suis installé, j'ai fait tous les trucs administratifs, j'ai acheté des meubles. Moi, c'est vrai que en tant qu'étudiant, je vous en ai parlé, mais c'est un conseil, faites pas comme moi, ne prenez pas un appartement vide comme un japonais. Prenez plutôt un meublé pour étudiants ou un meublé, ou alors aller dans une share house ou aller dans un appartement pour gaijin. Voilà. Les meublés, il n'y en a pas trop au Japon, mais il y a quand même quelques trucs. Voilà, des appartements un peu pour gaijin où vous aurez Internet déjà qui est là, vous n'aurez rien à faire administrativement, en tout cas que le minimum. Vaut mieux faire ça. Moi, j'étais venu dans le but de m'installer. Je m'étais dit, je m'installe vraiment, j'y vais à la dure, on verra bien. Mais le problème, c'est que ça rajoute beaucoup de stress et beaucoup de galères, beaucoup de trucs à faire. Donc, c'est pas forcément. Puis, c'est plus d'argent dépensé aussi, hein, parce que si vous allez dans un meublé, bah voilà, ce sera moins cool, ce sera plus petit, ce sera pas vraiment un chez vous et super douillet si vous en cherchez un. Mais au moins, vous êtes pépouze. Bref, voilà, donc j'ai couru, j'ai fait mes emplettes, j'ai fait mes allers-retours. Et puis voilà, et les trucs administratifs. Et justement, les trucs administratifs, il y en a pas mal hein, à faire en vrac, hein. Bon, déjà, il faut meubler, alors c'est pas vraiment administratif, mais il faut meubler l'appart avec un kit de survie pour camper un peu à la maison, quoi, au départ. Donc, kit de survie, c'est genre, voilà, un futon, des trucs à la con, un oreiller et compagnie. Faut acheter après des cintres, des ampoules, des serviettes, des fourchettes, des baguettes, etc. Trouver son shampoing, son dentifrice. Dit comme ça peut paraître super con, hein, mais je me souviens d'avoir galéré à savoir ce qui était vraiment du shampoing. Bah oui, Paite Kanji, quoi. Ou même quand c'était écrit en katakana, de toute façon, je sais pas lire les katakana, hein, donc voilà, à l'époque, je savais pas. Donc, puis même parfois, les katakana, vous lisez, et puis avant de comprendre ce qu'il y a écrit, c'est pas forcément simple. Donc bref, des trucs vraiment très simples, c'est compliqué, quoi. Même une bouteille de shampoing. Heureusement, il y a Cristiano Ronaldo, ça aussi c'est un truc qui marquera toute ma vie, qui savait les cheveux sur une bouteille de shampoing, donc je me suis dit que ça devait être du shampoing du coup. Donc merci Cristiano. Mais en gros, les moindres courses me prenaient un temps fou, hein. La première fois que j'ai dû aller faire des courses aussi, voilà, vous savez pas quoi acheter, c'est pas comme chez vous, voilà, quand vous faites des courses, ça dure 10 minutes parce que vous achetez toujours la même chose. Là, vous arrivez, les produits sont pas les mêmes, c'est différent, donc faut regarder, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais manger, tiens, c'est quoi ce truc-là, est-ce que, c'est de l'huile, ça, ouais, ok, ça a l'air d'être de l'huile. Bref, tout prend un temps fou, voilà, tout prend un temps fou. Après, il y a des gens qui sont plus nonchalants, qui vont prendre des trucs puis qui s'en foutent. Moi, vous le savez, c'est pas mon style. Moi, j'aime bien savoir ce que je fais, etc. et tout, donc du coup, tout prenait un temps fou. Donc voilà, donc il y avait déjà juste ce principe-là. Après, fallait acheter les vrais meubles, hein, pour bien s'installer, parce que là on avait acheté juste le kit de survie. Puis après, vous avez labo téléphone, vous avez à signer le contrat de l'appartement, parce qu'il fallait quand même signer le contrat, même s'il m'a remis les clés. Faut ouvrir Internet, faut ouvrir l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Ouvrir un compte en banque, etc., etc. Bref, je peux vous dire que les premières, vous n'êtes pas les mains dans les poches à dire « Ah, je profite et c'est génial ». Sauf, encore une fois, si vous avez fait le mode complet, puis vous arrivez en mode étudiant pour un truc pour gaijin, où il y aura déjà Internet, où là, où vous aurez peut-être 2-3 jours acheter des trucs, puis après vous êtes un peu plus safe, quoi. Mais si vous y allez à la Warrior, un peu comme ça, là c'est sûr qu'il y a quand même de quoi faire. Et encore une fois, tout ça en ne parlant pas un mot de japonais, hein. Chaque étape, c'est une épreuve au final, avec son lot de surprises. C'est con, mais juste d'aller à la caisse enregistreuse, voir la caissière, vous poser une question, vous comprenez pas, quand vous cumulez ça X fois dans la journée, c'est éprouvant. Voilà. Quand vous êtes en vacances, vous faites un truc, vous faites un achat, vous en foutez, etc. Mais quand c'est tous les jours et qu'à chaque fois, chaque chose est une étape compliquée, c'est un peu éprouvant. Mais ça reste amusant. Parce qu'avec le Japon, ça reste bienveillant dans l'ensemble. Donc moi, j'ai pas eu quand même de côté genre stressant. J'étais peut-être plus stressé quand je devais faire des trucs en Écosse, en anglais, alors que l'anglais, je maîtrise mieux, que quand j'étais au Japon avec une langue que je parle pas du tout. Parce qu'il y a un côté vraiment bienveillant qui est présent. Donc dans l'ensemble, même si c'est stressant, si vous passez l'étape de vous auto-stresser vous-même en quelque sorte, après ça se passe quand même à peu près correctement. Alors, je dis pas qu'il va pas y avoir des galères et tout, hein, mais dans l'ensemble, ça va, ça passe. Pour mettre dans le contexte, par exemple, quand j'ai voulu acheter mon frigo, j'ai repéré un frigo, un micro-ondes, etc. Au Yodobashi, j'avais fait des allers-retours et tout. J'ai pris des photos, parce que je comprenais rien des fiches techniques. Donc je rentrais chez moi, je checkais sur internet pour voir si les produits avaient l'air ok, si le prix était correct, genre c'était pas genre 3000 euros de plus que sur Amazon, j'en sais rien. Voilà, donc je regardais, je comparais les prix. Puis je retournais le lendemain, voire le jour même, pour tenter pour revoir le produit, puis tenter de l'acheter. Alors, je dis tenter parce que quand j'allais dans les rayons, les mecs m'avaient repéré et les vendeurs franchement déguerpissaient grand V, quoi, pour pas avoir à conclure l'affaire avec le gaijin qui allait sûrement pas parler japonais, et effectivement c'était le cas. Donc c'était très drôle au passage. Je les voyais, ils faisaient tout pour m'éviter comme la peste, ils faisaient semblant d'avoir un truc, d'aller dans un autre rayon, etc. Et je me retrouvais, parfois je restais même juste devant le frigo à attendre, et il y avait personne autour de moi à la ronde, quoi. Et j'envoyais des mecs qui me voyaient au loin, qui faisaient exprès de m'éviter, et genre j'ai galéré pour réussir à avoir un vendeur qui veuille bien venir me parler et vendre un truc. C'était très très rigolo. C'est pas tout le temps le cas, hein, c'était sûrement un truc précis, mais voilà, c'est le genre d'expérience que j'ai pu avoir, par exemple.
Et je vous dis pas que tous les... encore une fois, hein, quand je parle de trucs, c'est des expériences à un moment T. N'allez pas dire, oui, au Japon, les vendeurs, ils vont pas parler aux gaijins parce qu'ils ont peur. Non, ça va dépendre du magasin. Maintenant, je pense qu'en plus, il y a quoi? C'était il y a 5-6 ans. C'était plus que 5-6 ans. Voilà, les vendeurs, il y a peut-être plus de gens maintenant qui sont à l'aise avec l'anglais parce ils voient plus souvent des touristes qui viennent dans les trucs, etc. Je sais pas. Mais puis c'était peut-être aussi juste ce magasin-là, les vendeurs du moment et compagnie. Donc, n'allez pas généraliser. Mais c'est clair que moi, j'ai vécu ça. Vraiment, les mecs qui me fuyaient, hein. Je voyais qu'ils me fuyaient, et puis c'était visible qu'ils me fuyaient, parce qu'ils voulaient pas, avoir affaire à moi en se disant putain ça va être compliqué, il va nous poser des questions, qu'est-ce qu'il veut celui-là, voilà, ça va être... Puis ils me voyaient prendre des photos, d'être en Google Translate, donc ils devaient se douter que je parlais pas un mot de japonais vu que j'étais en train de tout traduire. Mais bref, c'était des moments un peu éprouvants qui font qu'un acheter un frigo qui normalement aurait dû prendre, je sais pas, bon, allez, 20 minutes à tout casser, moi m'a pris plusieurs heures, parce que le temps de comparer, de traduire, de retourner à la maison, de vérifier. Alors j'aurais pu acheter le premier truc que je vois, encore une fois, mais comme je vous dis, je suis pas comme ça, moi j'aime bien faire attention à ce que je fais. Donc voilà, j'ai comparé, je suis revenu, puis après pour avoir un vendeur, c'était compliqué. Voilà, et les mecs qui me tournaient, j'ai dû attendre au moins 30 minutes pour réussir à pécho un vendeur, quoi. C'était vraiment, bon, j'en rajoutais un peu, mais c'était pas loin d'être ça, quoi, pour le coup. Et donc voilà, c'était éprouvant, mais amusant, encore une fois, parce qu'il y a le côté bienveillant. Donc voilà, j'avais ces vendeurs qui déguerpissaient le plus rapidement possible. Donc voilà, j'ai réussi quand même à choper un vendeur au bout d'un moment, hein. Car moi aussi, hein, j'étais pas à l'aise pour alpaguer le vendeur. C'est encore plus dur quand ils se font, voilà, ils font tout pour se retrouver à 300 mètres de toi et que toi en plus t'es un peu en mode genre ouais, je sais pas trop comment lui dire, je sais pas quoi lui dire, qu'est-ce que tu sais, comment ça va se passer et tout. C'est un mix un peu de tout ça, quoi. Bon, je vais pas vous faire tout en détail, hein, mais les 2 premières semaines c'était vraiment intense, à courir partout. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il a fallu gérer aussi tout l'administratif. Encore une fois, je fais des podcasts dessus, hein, donc suffit de chercher dans les archives. Mais pareil, c'était vraiment intense avec l'école qui allait commencer. Ça aussi, c'était un petit stress, hein. Retourner à l'école à 37 ans, se retrouver avec des petits jeunes, avoir un niveau proche du zéro en japonais, alors que j'étais censé avoir fait déjà plus d'une centaine d'heures, mais que j'avais tout oublié. Puis j'avais fait vraiment ça, genre 1 heure, je faisais 2 heures par mois, puis après pendant 3 mois, j'en faisais pas, etc. Enfin bref, c'était le truc qui était pas très intelligent. Et j'ai dû faire un test de classement. Et quand j'ai fait ce test de classement, j'étais incapable de répondre à des questions super basiques, avec la tête dépitée en face de la prof à un moment. C'était une honte absolue. Vraiment, c'est un des moments les plus honteux de ma vie, je pense. Heureusement, j'ai mon binôme dont je vous ai déjà parlé, hein, qui avait eu la même expérience et qui m'en avait parlé genre 2 jours après. Du coup, j'étais un peu rassuré parce que franchement, quand je suis sorti du truc, j'avais honte. J'avais passé un entretien avec cette meuf et il y avait écrit que j'avais fait 140 heures ou je sais pas quoi de japonais. Et puis elle m'avait posé vraiment genre, c'est quoi ton nom, tu sais, genre des questions comme ça. Il y a quoi dans ton sac? Et j'étais là, je comprenais rien à ce qu'elle racontait. Et c'était vraiment genre, putain, mais la honte ultime, quoi. Mais apparemment, j'étais pas tout seul. Et puis, de toute façon, dans ma classe, j'ai bien vu qu'il y avait des mecs qui étaient beaucoup plus nuls que moi. Donc bon. Mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, oh là là, putain, ça commence mal, quoi. Quand je suis sorti de là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, quoi. Je vais après passer à autre chose, hein, comme d'hab, mais j'étais vraiment pas bien. Donc il y a les cours qui commencent, le rythme que je trouve vraiment intense, hein, la première semaine, à me dire que ça allait pas être simple, hein, entre les devoirs, l'apprentissage par soi-même, les heures de cours, le système de notes que je découvre, parce que oui, c'était un peu la douche froide pour moi. Je savais pas qu'il y avait des notes, qu'il y avait à avoir des interros, des classements, etc. Tout ce que je déteste, moi j'aime pas ça, j'aime pas le côté classement, le côté notes, le côté machin. J'ai toujours détesté ça à l'école. J'avais des bonnes notes à l'école, non, ensemble, mais c'est vrai que j'ai un truc que j'aimais pas. Voilà, moi j'ai jamais aimé jamais aimé tout ça. Et du coup, c'était un peu la douche froide. Bref, et puis beaucoup de choses stressantes, du coup, en l'espace de moins d'un mois, hein. Mais au final, tout va bien. Voilà. Souvent, comme je vous le dis, on se demande qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on a choisi un pays comme le Japon? Est-ce que c'était pas un peu con, hein, d'avoir tout quitté, d'avoir tout vendu pour un projet qui paraît sur le papier plus que compliqué, soyons honnêtes? Parce que oui, hein, partir au Japon, faire une école de japonais, ok, mais le but, c'était de rester ensuite. Je suis nul en langue, vraiment nul, et pour rester au Japon, faudra savoir parler japonais pour trouver un job. Si ça marche pas, retour à la case départ avec 0 argent à 40 ans. Juste une année de chômage que j'avais en filet de sauvetage, ce qui est déjà pas mal, hein, clairement. Mais voilà, je suis pas un foufou à la base. Donc je prépare, j'ai réfléchi au plan A, au plan B, au plan C, au plan D, etc. Et je savais pertinemment que ce projet était quand même bancal. Et qu'il y avait de fortes chances de foirer à la fin, quoi. Je me vends pas du rêve, je suis quelqu'un de très réaliste sur mes capacités, sur la vie en général. Je suis pas dans une bulle. J'observe beaucoup les autres, et moi-même au final, hein, je m'observe aussi pas mal. Et je pense que je me suis pas trop planté, hein, mais on en reparlera un petit peu plus tard de ça. Enfin, pas planté dans le sens de l'école, mais j'ai planté sur ce que j'avais prévu finalement. Enfin, comment j'avais vu la situation. Bref, 2018 se passe, le rythme est intense, mais content, vraiment content d'être là. Je kiffe cette nouvelle vie, et je regrette vraiment pour rien au monde d'être au Japon. Bien sûr, l'école, hein, c'est chiant hein, parfois, hein. Et puis c'est stressant aussi. Voir son compte en banque diminuer sans revenu, c'est pas ouf non plus hein, pour le stress.
voir que son niveau en japonais grandit pas super vite, bah ça fait poser des questions, voilà, sur le projet. Mais bon, on kiffe quand même l'expérience, vivre au Japon, bah c'est top, c'est parfait, c'est la douceur de vivre, c'est l'exploration, tout est une découverte, c'est une découverte de plein de petites choses japonaises, mais aussi des découvertes sur soi-même. Je prends plus de risques, j'ose plus de choses, je rencontre des gens différents que j'aurais sûrement pas rencontrés sur Paris ou ailleurs. Il m'arrive des galères rigolotes, mais tout se déroule toujours bien. Je me balade beaucoup, que ce soit dans Kyoto ou autour de Kyoto. Je kiffe prendre des photos de plus en plus. Bref, 2018 pour moi c'est une super année de découverte. Mais croyez pas que la vie était rose, hein. Non, loin de là, hein, je me posais pas mal de questions. Je me suis demandé par exemple dès l'été, hein, si je devais pas, avec l'argent que j'avais, créer ma société au Japon pour avoir un visa business et me lancer en tant que guide, parce qu'après bah, cet argent-là je l'aurais pu et puis bah, il sera trop tard, je pourrais plus faire un business visa. J'ai réfléchi, j'ai posé les bases, etc. Et j'ai même failli le faire, hein. Et heureusement que finalement je me suis pas lancé, parce qu'après le Covid est arrivé 1 an et demi après, quoi. Ça aurait été la catastrophe pour mes économies. Alors je continue entre les hauts et les bas, je vous rassure, hein, dans l'ensemble je regrettais rien. Mais les bas étaient là aussi. Faut pas croire que c'est genre la béni oui oui, puis tous les mecs qui sont sur... Il y a sûrement des gens qui vivent très bien leur première année ou leur début au Japon. Mais voilà, quand vous faites des projets comme ça, bah, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans la vie pour tout le monde, hein. Et puis il y a des moments, des gros moments de doute, il y a des gros moments de solitude, il y a des trucs qui sont géniaux. Voilà, vous allez vraiment très haut et vous allez très bas, hein, parce que bah, il y a des moments vraiment où vous êtes en stress et puis vous êtes tout seul, il y a personne. Encore une fois, on généralise, hein. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien, il y a des gens pour qui tout va se passer mal. Voilà, mais dans l'ensemble, je pense que pour avoir discuté avec pas mal de gens sur leur début au Japon, bah, puis ça, c'est normal, quoi. Il y a la découverte, tout est cool pour la découverte, mais il y a aussi les stress, parce que bah, voilà, la vie est pas facile quand vous êtes en PVT, et puis que bah, vous adorez être au Japon, mais vous dites comment rester. Vous faites un petit boulot, mais vous savez que pour avoir un visa, ça va être compliqué. Bah voilà, c'est du stress, forcément. Donc il y a tout ça qui se mélange. Mais encore une fois, hein, dans l'ensemble, c'est plus positif que négatif, hein. Mais il faut pas oublier qu'il y a des trucs négatifs et il faut être prêt en fait à se battre avec, hein, parce que bah, ils vont être présents, il va falloir les gérer. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, hein, je regrette rien, hein, voilà. C'était aussi, voilà, il y avait des hauts, des bas, mais voilà, je regrette pas d'être là, comme je vous le dis. Et puis à la rentrée de septembre qui arrive, le niveau monte brutalement à l'école. Moi qui étant environ, alors je dis septembre, mais c'était plutôt en octobre, hein, la rentrée. Donc moi qui étais environ entre la 9e et la 10e meilleure élève de ma classe, sur une classe de 25 élèves, un truc comme ça, dans le genre je pense, je me retrouve à être plus 15-14 à la rentrée d'octobre, quoi. Donc plus vers la fin, quoi. Les plus nuls sont partis, et les Asiatiques ont débarqué avec un meilleur niveau. Et forcément, ça te redonne un coup au moral. Je réfléchis encore beaucoup. Mon but, c'est pas de vivre une expérience de 2 ans et puis voilà, de rentrer en France et puis dire ah mais j'ai vécu 2 ans au Japon, c'était super, etc. Non, mon but c'est de m'installer ici. Je sais que je me sens bien ici, que je me sens chez moi. Euh, du coup, voilà, je me pose beaucoup de questions. Je pars à Tokyo en fin d'année, un peu sur un coup de tête. J'étais un peu perdu sur mes projets, donc on est toujours en 2018, hein, puis on va arriver sur 2019. Une pote de l'école qui vit toujours à Kyoto, hein, je vous en ai déjà parlé de cette fille-là, une des rares même, hein, qui est restée après l'école. Elle doit aller passer un entretien pour un boulot. Voilà. Je me souviens, c'était juste après le premier de l'an. Je fais un resto avec elle, juste avant la veille qu'elle parte, la veille de son départ, et elle me chauffe pour que j'aille avec elle, voilà, faire un petit voyage à Tokyo. Elle voit que je suis pas très bien et tout. Elle me dit, ah, ça te fera du bien d'aller faire un petit voyage et tout, etc. Et je me dis, ok, effectivement, ça me fera pas de mal. Surtout, j'adore Tokyo, quoi. Je me réserve un capsule et zou, le lendemain, je suis parti, un peu à l'arrache. Je l'accompagne, ce qui est pas, normalement, c'est pas trop mon cas. Vous me connaissez, moi, je prépare les trucs, donc partir à l'arrache, c'est pas trop ma spécialité. Je l'accompagne une journée, peut-être 2, je sais plus. Elle fait son entretien. Moi, je lui montre un peu Tokyo parce qu'elle kiffe pas Tokyo. Et puis moi, je lui dis, mais si, Tokyo, tu vois, c'est cool. Donc, j'essaye de lui faire apprécier Tokyo. Et puis moi, voilà, j'avais décidé de rester un petit peu plus, de faire des vacances, de kiffer un peu cette ville, sachant que y a quand même beaucoup de vacances à l'école. Mine de rien, on a quand même des périodes de 3 semaines de vacances régulières. Et là, il y avait encore 3 semaines pour les fêtes de Noël. Je devais y avoir une semaine à Noël et 2 semaines en janvier, ou l'inverse, 2 semaines avant décembre, puis une semaine en janvier, je sais plus. Donc je me fais une dizaine de jours, je crois, sur Tokyo. Je réfléchis, voilà, et je me dis, à ce moment-là, en étant sur place, donc j'aime Tokyo, etc., mais je réfléchis pas mal en me baladant tout seul dans les rues de Tokyo, et je me dis que si je reste à l'école, ça donnera rien de bon, qu'il faut que je trouve un autre moyen pour m'installer ici. Après mes 2 ans de japonais, j'aurai un niveau pour galérer dans un petit boulot, mais j'ai pas envie de faire ça, voilà, j'ai pas envie du Japon à tout prix, puis d'être en galère dans un petit boulot. Je veux vivre correctement ici, comme je vivais à Paris. Effectivement, ce sera sûrement différent, un peu plus galère, mais au moins, voilà, ne pas être en train de compter mes sous, devoir manger des cups ramen et puis faire un boulot dans une usine ou je sais pas quoi. Voilà, j'avais pas envie de. Y a pas de mal, hein, mais moi, j'avais pas envie de faire ça. Voilà, j'avais pas envie de faire ça. Et je me dis, là, ça fait déjà 6 mois que je suis là, puis mon niveau il est quand même pas ouf. Et dans 2 ans, je sais que j'aurai pas un niveau qui me permettra de travailler dans un bureau, voilà, d'avoir un travail normal de bureau, etc. Ça va être compliqué. Et je sais plus, à vrai dire, comment ça s'est déroulé, hein. Voilà, je me rappelle pas.
mais j'ai décidé de stopper de l'école avant la fin de la première année. Je me souviens que la décision a été dure, que j'ai eu mal au cœur, parce que je savais que si je stoppais l'école, je devais partir et que le Japon, c'était fini pour le moment, quoi. Et peut-être même pour toujours, qui sait, on ne sait pas. Donc je stoppe l'école, fin janvier environ, et je peux rester encore un petit mois, le temps de rendre mon appartement, vider mon appartement, parce que j'avais mes meubles, que j'ai dû filer, etc. Parce que j'avais tout acheté. Et puis le temps aussi de profiter quelques semaines un peu, quoi, parce que l'école, comme je vous dis, c'est intense. Les périodes de vacances sont cool, mais quand il y a l'école, vous avez peu de temps libre finalement. Vous avez un peu de temps libre les week-ends, mais bon, parfois il y a des devoirs, il y a des trucs comme ça. Mais la semaine, clairement, vous n'avez pas le temps de vadrouiller, ou si vous le faites, c'est que soit vous êtes très bon en langue, ou soit vous en avez rien à foutre. Voilà, et puis que vous êtes là pour en vacances et que votre école, vous payez votre école pour payer des vacances au Japon, quoi. Mais ce qui est pas, ça je vous le conseille pas, parce que vu le prix que ça coûte, ça n'a pas un intérêt fou, quoi. Donc voilà, là j'ai au moins le temps de profiter un peu. Parce que comme je l'avais dit, l'école, il y a quand même pas mal de pression. Et voilà. Et là, j'ai pu vraiment kiffer le Japon, un peu en mode vacances du coup. Bien sûr, on avait, comme je le dis, pas mal de vacances à l'école, et heureusement. Mais là, c'était un peu une libération, une pression qui s'en va, et j'ai pu profiter vraiment du Japon, mais tout en étant triste et nostalgique, parce que je savais que c'était fini. Donc c'était assez marrant marrant. Bizarre comme impression, parce qu'il y avait un côté genre je kiffe, je profite, mais en même temps, je suis triste, parce que je sais que ça s'arrête. Donc j'ai profité de la dernière semaine, dit au revoir à mes amis de l'école, rendu les clés de mon appartement, du jardin du Pin, donc j'ai vidé le jardin du Pin. Ça m'a fait bizarre. Et forcément, quand je me suis retrouvé dans l'avion, pour retourner dans Paris, je me suis retrouvé quand même quelques jours sur Tokyo avant de prendre mon vol pour la France. Et donc toute cette période-là, j'étais profondément vraiment triste. J'avais un plan pour revenir dans l'année, mais sans trop savoir si j'allais pouvoir ensuite rester définitivement. Je suis parti, je suis donc retourné en France quelques jours, puis j'ai bougé mes valises en Écosse. Alors pourquoi en Écosse ? Parce qu'une des clés pour moi, pour continuer, c'était l'anglais. Parce que je parle pas très bien anglais non plus, donc parler l'anglais pour trouver un boulot à Tokyo, dans la tech, ça pouvait ouvrir quelques portes. Même si souvent, il faut quand même le japonais. Mais il y avait quelques postes qui demandaient que de l'anglais. J'avais un pote qui s'était installé à Édimbourg depuis 1 an environ, donc c'était l'occasion. Voilà. C'était en plus un bon développeur web. Et pareil, je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette. Moi, je suis chef de projet internet. J'ai fait du développement il y a longtemps, mais je suis plus chef de projet qu'autre chose. J'ai quelques connaissances en dev, mais voilà, je suis un peu rouillé. C'était ma formation. Mais bon, là je me dis, le dev ça n'a jamais été une passion, mais étant couteau suisse, je peux autant jouer avec Photoshop qu'avec le code. Je me suis dit que du coup en Écosse, en plus de l'anglais, je pouvais me former aux nouvelles technologies du moment. Voilà, comme React par exemple, pour pouvoir coder, ça me pouvait faire une bonne porte d'entrée du Japon. Si j'avais l'anglais, plus que j'avais des bonnes bases de dev, tu te dis peut-être que je peux trouver un boulot au Japon grâce à ça. Encore une fois, c'est pas simple, vaut mieux avoir le japonais, mais parfois on peut trouver quelque chose comme ça. En Écosse, je découvre la vraie liberté, voilà, celle qui n'a pas de prix. Il n'y a pas de job, pas d'école, pas d'obligation. J'ai goûté à cette chose que je regoûterai peut-être jamais, mais que j'ai vraiment adoré. Bien sûr, le Japon me manquait tous les jours. Mais Édimbourg était quand même une ville très chouette, super agréable. J'avais un de mes meilleurs potes en plus qui était là. Bon, j'ai dû faire une coloc, et la coloc à 38 ans, j'avoue, ça m'a pas trop plu de retourner en coloc, même si mon coloc était pas méchant et tout, etc. Mais j'avoue qu'à 38 balais, ça faisait des années que je vivais plus avec personne, donc revivre avec quelqu'un, c'était pas ouf. Il y avait un wifi de merde qui était horrible, et du coup, ça, c'était pas super cool pour l'Écosse, qui m'a fait un peu parfois ne pas kiffer l'Écosse. Mais bon, mes journées étaient ponctuées de coffee shop avec laptop pour me former ou travailler sur des projets de sites perso, écouter des podcasts, lire des bouquins dans les coffee shops ou en marchant dans la rue, gérer mes horaires comme je voulais. Voilà, parfois je bossais la journée au café, parfois je bossais le soir dans ma chambre, de ma coloc. Je gérais mon emploi du temps comme j'avais envie. Les jours où j'avais pas envie, je bossais pas. Puis il y a des jours où je bossais vraiment beaucoup. Voilà, ça dépendait vraiment de mes envies, donc c'était vraiment cool. J'avais du temps pour jouer, pour lire, pour me balader, pour bosser, pour tout faire en m'organisant comme je le souhaitais. Et ça, c'était vraiment top, ça n'a pas de prix. Il me restait une bonne année d'économie, donc ça allait, j'étais pas encore trop stressé. Et puis je savais en plus que début novembre, je retournerais au Japon en mode visa vacances. J'avais prévu de faire 2 fois 3 mois, avec un tour du poteau comme on dit, donc c'est-à-dire sortir du Japon pour aller en Corée et revenir, avec pour objectif de faire du freelance, trouver des clients pour avoir un peu d'argent, et en plus chercher du boulot dans des entreprises internationales au Japon. Bref, un peu pareil, en Écosse, j'oscille entre des bons moments et des mauvais, parce qu'il y a le Japon qui me manque quand même pas mal. Beaucoup même, Le Japon me manque beaucoup avec le recul, je garde un très bon souvenir de mon expérience en Écosse, même si au final, après 8 mois, mon anglais n'avait pas progressé, et mon niveau en dev n'était pas suffisant pour postuler à des offres, et puis encore une fois, le dev, c'est pas ma passion. Mais je découvre à ce moment-là, quand je suis en Écosse, le digital nomadisme, voilà, et je me dis que ça pourrait être ma vie finalement, faire 6 mois au Japon par an, 3 mois en début d'année, 3 mois en automne, éviter l'été, faire du freelance, ça pourrait être cool. J'ai bien aimé être libre et tout, etc. Donc why not ?
Donc quand je pars au Japon en octobre, je pars en octobre 2019, hein, enfin c'était début novembre, pardon. Je pars donc dans cette optique en me disant que je pourrais aussi tenter, au cas où, si une opportunité au Japon se présente pour un boulot. Mais vu que mon anglais est minable et que mon niveau en dev est pas non plus extraordinaire, encore une fois, je suis réaliste, je rêve pas trop. Même le nomadisme, hein, je sais que ça va pas être simple, qu'il faudrait que je trouve X contrats pour commencer, qu'il me faudrait X contrats. Je commence à trouver des petits contrats, mais pour l'instant c'est pas encore suffisant. Je refais encore un passage, à Paris forcément, à chaque fois, puis je repars sur Kyoto. Donc on est en novembre 2019. Au départ, j'hésite à aller sur Tokyo, mais les prix des appartements sont pas donnés, mes économies commencent à être vraiment light, je peux tenir 6 mois, pas beaucoup plus, et j'ai mes potes sur Kyoto, je me suis fait à la ville, hein, finalement, même si c'était pas ma ville de cœur, et donc je me suis dit, pour trouver un appartement, ça sera beaucoup plus simple aussi, donc rebelote, je repars sur Kyoto. Cette fois, je prends une share house pour étudiants. Je me retrouve dans une maison assez neuve à partager avec une Suédoise de 18-19 ans. Alors, moi, vous dites pas, Suédoise 18-19 ans, parce que non, c'était pas Suédoise 18-19 ans, voilà, c'était pas comme ça. Puis bon, moi j'en ai quand même, à l'époque j'en avais quoi, 38, 39, je sais plus, 38 peut-être. Puis la fille est un peu spéciale, hein, en mode fille qui sort jamais de sa chambre, à part pour aller à l'école. Elle allait dans la même école que moi, c'est ça qui est rigolo, mais je la voyais jamais sortir. Elle semble vraiment effrayée de partager la maison avec un gars de 38 ans, mais je pense qu'elle aurait été effrayée avec n'importe qui. Je pense qu'elle est effrayée par la vie en général, au vu de ses loisirs, hein, qui consistent à rester dans sa chambre sans faire un bruit, sûrement à regarder des animés avec son casque. Je trouve ça un peu triste qu'elle profite pas du Japon finalement, mais bon, comme on dit à chaque fois, hein, chacun fait ce qu'il veut, il faut tout pour faire un monde, mais c'est vrai que je me dis, tout quitter. Elle avait 18-19 ans, donc je pense que c'est les parents qui ont payé, puis qu'elle allait revenir, etc. Peut-être que maintenant elle vit au Japon, j'en sais rien. Mais c'est vrai que tu te dis tout quitter, venir vivre au Japon, faire une grosse expérience comme ça, que c'est coûteux quand même, pour rester dans ta chambre à regarder des animés. Alors tu vas à l'école, c'est vrai que c'est bien d'aller à l'école, c'est plus intensif que si tu avais fait une école en Suède par exemple, le japonais, mais quand même, ça t'aurait coûté beaucoup moins cher de faire des cours en ligne ou un truc comme ça que faire ça, parce que finalement, elle a pas profité du Japon. Alors peut-être qu'elle a profité pour elle, elle a peut-être profité assez pour elle, encore une fois, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, on va pas la juger et lui dire, enfin si on la juge, mais on va pas lui dire, ah non c'est mal ce que tu fais, il faut que tu changes. Si elle était contente comme ça, tant mieux. Mais c'est vrai que je me dis, c'est un peu dommage. Et puis peut-être qu'elle aurait été plus contente, peut-être que c'est juste parce qu'elle a pas osé et qu'elle aurait été plus contente à pouvoir profiter vraiment du Japon, parce que là, moi je la voyais, elle était dans l'appartement H24. Elle ne sortait juste pour aller à l'école. Donc voilà, c'était un peu bizarre, mais bon, ouais, c'était ma nouvelle coloc. Donc ça fait pendant 6 mois, j'ai fait ça, où j'ai fait donc 6 mois avec une coupure en Corée aussi, hein, où j'en profite vraiment. Alors la Corée, j'ai pas vraiment profité, il y a aussi des épisodes pour ça, vous le savez, même si j'ai bien aimé la partie balade, mais j'avais pas aimé les Coréens. Mais là, ces 6 mois, j'ai vraiment profité encore une fois énormément, et là c'était encore une fois la vraie liberté. J'explore beaucoup, je me balade énormément parce que j'ai rien à faire, hein. Je vais au café quand même tous les jours pour essayer de trouver des clients, pour travailler, pour m'améliorer sur certains trucs et tout. Mais bon, j'ai du temps pour moi, puis je peux m'organiser. C'est-à-dire que s'il pleut le week-end, je peux travailler le week-end, enfin travailler, essayer de faire des trucs le week-end, et puis sortir la semaine par exemple, c'est pas un problème. Et la bonne surprise qui arrive, qui me tombe un peu dessus, on me propose un rendez-vous pour un boulot à Tokyo, avec des Français que j'aime beaucoup, une opportunité un peu magique, voilà, où on s'en fout que je parle pas japonais ou anglais, qui me sort de mon milieu, et je me retrouve à avoir ma candidature poussée en plus par 2 gars qui font quelques efforts, même pas mal, pour que le boss me voie et accepte de me rencontrer. Un d'entre eux m'accompagnera même sur Tokyo pour voir son boss et pour pousser un peu ma candidature. Je commence à rêver, voilà, genre enfin un coup de bol, quoi. Vous savez, le truc qui vous tombe dessus sans que vous ayez vraiment rien fait, quoi. Vous avez rien fait et ça vous tombe dessus, vous avez rien demandé là, et c'est vraiment le coup de bol, quoi. Le truc un peu easy, là, qui décoince une situation qui était quand même mal embarquée, et qui rend le tableau quand même pas mal, quoi. Donc bosser pour une boîte que je trouve cool, dans un nouvel environnement, donc plus vraiment mon boulot actuel, des gens des gens qui poussent pour moi, pour qu'on m'embauche, donc ça fait plaisir aussi, il y a des gens qui sont derrière toi, puis qui poussent alors que t'as rien demandé, sachant qu'ils avaient jamais fait de visa de travail. Bref, ça paraît un peu irréel, et je commence à rêver d'une vie au Japon, bossant en remote, à aller au café avec un vélo de hipster, pour taffer tranquillou, avoir un visa de travail sans avoir un skill pour pouvoir vivre au Japon, ça paraît irréel, et ça l'est, voilà. Car je vais à Tokyo, je passe mon entretien, qui se passe pas très bien à vrai dire. Je me retrouve à faire un entretien sur un coin de table, dans un tout petit bureau, voilà, de quelques mètres carrés, avec 7 personnes autour de moi qui parlent de trucs et d'autres qui ont rien à voir, d'un mec qui est là en vacances et qui a fait le show, et qui m'a empêché de parler, etc. Du boss qui dit non à tout ce que je dis, qui réfute toutes les idées que je propose. Bref, j'étais pas dans un bon environnement pour essayer de me vendre, quoi. Qui a l'air totalement fermé à tout ce que je raconte, et qui au final, ça sent, avait totalement changé d'avis et avait aucune intention de m'embaucher.
ceux qu'on m'avouera un peu, donc les personnes qui m'avaient accompagné me l'avouera juste après. Ils s'étaient lancés, ils s'étaient tentés par l'idée, les 2 autres l'avaient poussé, puis la veille de mon arrivée, finalement, il avait totalement changé d'avis, donc j'étais venu pour rien, quoi, en quelque sorte. Mais ça, on me l'avait pas dit, quoi. Bon, encore une fois, c'était pas plus mal, hein, parce qu'il y a le Covid qui débarquait dans nos vies, et vu que c'était un boulot dans le tourisme, clairement, ça se serait mal fini, hein. Peu de chances qu'ils gardent un visa de travail, qu'ils me payent un salaire, alors que pendant 2 ans, leur activité a été beaucoup réduite. Ah, ça aurait été la merde. Mais là, c'est la douche froide. Clairement, c'est clairement la douche froide, parce que je m'étais quand même imaginé arriver à me dire putain, j'ai eu un coup de bol pour une fois, quoi. J'ai eu un vrai gros coup de bol, que j'avais rien demandé, donc le vrai coup de bol, quoi, celui où t'as rien fait puis ça te tombe dessus. Donc voilà, c'est là d'un coup, je sens pendant l'entretien que ça va foire total, hein, voilà, je le sais direct, quoi. Et je fais un peu bonne figure, hein, quand même, parce que le reste de la journée, vu que je passe du temps avec la personne qui m'avait accompagné, donc j'essaye de faire bon, voilà, comme ça, on fait avec, quoi. On finit la journée ensemble, je le ramène à la gare, lui il rentre. Moi je reste un peu sur Tokyo pour profiter. Une fois parti, hein, j'avais prévu de faire quelques vacances sur place. Puis donc je commence à prendre une petite rue, hein, que j'aime bien et que je connais bien entre Shinjuku et Shibuya. Je l'avais raccompagné à la gare de Shinjuku. Et c'est une rue que j'ai dû prendre des dizaines de fois, hein. Il est tard, il fait nuit, il n'y a pas grand monde dans le coin malgré l'agitation de la ville. Et là, franchement, j'ai le cœur lourd. Je sais que c'est foiré, hein. Je sais que c'était un peu ma dernière chance et que là c'est fini. J'avais pas d'autres pistes. Et encore une fois, hein, sans l'anglais, sans le japonais, c'est un peu une chance inespérée que j'avais eue. Le Covid est déjà plus ou moins là, hein. Mes économies, elles sont plus vraiment là, par contre. Je vais devoir retourner à Paris, trouver un boulot normal, point barre, quoi. Et là, du coup, j'envoie un message audio à mon meilleur pote pour lui raconter un peu la journée, puis lui dire ce qui était arrivé, quoi. Lui raconter l'entretien. Je marche dans cette petite ruelle, hein, zigzagant dans la pénombre. Je suis à quelques centimètres des grillages, il y a les trains qui passent à côté, avec le bruit des trains, des lignes de chemin de fer. J'envoie mon message, je parle tout seul avec mon téléphone, hein, parce que c'était pas une conversation, c'est un message audio. Et puis je raconte mon histoire, et puis là, ça monte, et puis je commence à pleurer, voilà, je commence à pleurer à chaudes larmes, vraiment à chaudes larmes, hein. C'est peut-être la première fois depuis cette aventure japonaise que je pleure, parce que je sais que c'est fini, voilà, que c'est mort, ça y est, ça s'arrête. Puis là, il n'y a plus de plan C, plan D, plan E, c'est fini. Et j'ai pas la réponse pour l'entretien, peut-être peut y avoir un autre miracle qui arrive, mais je sais que c'est mort, qu'il n'y a plus de plan B, et ça y est, c'est fini. Je sais que c'est ici que je veux vivre, que c'est chez moi ici, mais que ça sera pas possible, voilà. En tout cas, pas avant un bail, avant longtemps, voire peut-être jamais, quoi. Et que là, à l'instant T, c'est mort de chez mort. C'est retour en France, encore une fois, avec pas un sou en poche. Faut tout recommencer à zéro. Je dois avoir 39 ans, un truc comme ça, ou 38 ans, je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là. C'est 2019, donc je devais avoir 39 ans. On était 2020, donc oui, je venais d'avoir 39 ans. Donc j'avais plus un sou en poche, j'ai 39 ans et je dois tout recommencer à zéro. Et puis voilà, c'est pas pour recommencer l'aventure, mais je sais que s'il faut que je recommence l'aventure au Japon, il me faudra des années avant de pouvoir revenir. Et encore, ça sera même pas sûr. Et ça sera très compliqué. Donc là, c'est vraiment le fond du gouffre, quoi. Donc je m'effondre, franchement, je m'effondre totalement. Je m'excuse dans mon message en larmes parce qu'il devient compréhensible avec les larmes. Voilà, je raconte beaucoup de merde à ce moment-là. Donc je m'excuse en même temps. Je sais, j'arrête mon message, je sèche mes larmes et je reprends mon chemin en me disant c'est la merde, voilà, c'est la merde, mais c'est comme ça. Voilà, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre en boule par terre, taper sur le fall, faire des messages sur Threads, sur Twitter en disant la vie c'est pas facile, etc. Ouais, oui, la vie c'est pas facile, mais c'est comme ça. Et il faut accepter les choses et avancer. On n'a pas d'autre choix. Faut pleurer un bon coup, pleurer dans son coin, puis après, voilà, c'est la vie, comme on dit. Et puis on verra ce que. C'est ça la magie de la vie, hein, c'est que parfois on peut être au fin fond du gouffre. Ça veut pas dire qu'on va pouvoir en sortir, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Comme vous pouvez être au top et vous pouvez tomber totalement, comme vous pouvez être au fin fond du gouffre pendant 10 ans, et puis à un moment donné, un truc qui se passe, vous savez pas pourquoi, ou alors parce que vous êtes battu comme un chien, et puis à un moment donné, ça marche, voilà. Et puis parfois ça marche pas. Bref, c'est ça le charme de la vie, c'est que la vie est tellement random qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut se relever, puis continuer, même si c'est la merde, même si on a le droit d'être triste, même si on a le droit de pas être content, il faut continuer d'avancer, puis on verra bien. Voilà. Puis de toute façon, il n'y a pas le choix, on n'a pas autre chose à faire, donc il faut continuer. Donc voilà, je finis mes vacances sur Tokyo, j'essaie de profiter quand même un chouïa, le lendemain j'essaie d'oublier, puis c'est toujours à l'intérieur, mais bon, tu fais avec, quoi. Je retourne à Kyoto, là s'ensuit les moments de stress, encore une fois, qui sont liés au Covid, pas à cause du Covid, mais qu'est-ce que je fais, voilà, parce que mon visa il se finit en mai, mais bon, depuis fin mars, l'ambassade saoule pour rentrer en disant sans arrêt que c'est le dernier avion, etc. Qu'après, si tu vas rester coincé au Japon, et donc du coup, si tu restes coincé au Japon sans argent, ça va être quand même un peu la merde, quoi, voilà. Alors, encore une fois, rester coincé au Japon, c'est bien, je suis pas contre. Mais bon, il me restait 4000 balles sur mon compte, peut-être un petit peu plus. Et donc, qu'est-ce que j'allais faire avec 4000 balles, quoi? J'allais pas pouvoir rester des mois et des mois, voilà. Et puis, je peux pas travailler, j'ai pas la langue et compagnie. Puis, de toute façon, j'avais pas de visa pour travailler, donc qu'est-ce qu'elle allait faire, quoi?
Donc je suis pas le seul à stresser, hein. J'ai des potes pareil qui savent pas quand ils doivent rentrer, s'ils doivent prendre l'avion ou non, attendre la fin des cours, etc. Il y en a certains qui partent très vite, parce qu'il y a des membres de leur famille qui chopent le Covid, des Covid un peu graves, et donc ont peur de perdre leurs proches, ce qui arrive à certains même malheureusement. Moi j'attends, je calcule, je regarde les prix des avions, d'Air France, blablabla, qui tentent des arnaques au passage, hein. Air France, gros big up, qui a essayé d'arnaquer les gens, une vraie belle arnaque. Pour ça que moi je déteste Air France au passage. C'est pas les seuls, hein, mais Air France, c'est pas ma compagnie préférée. Je joue à Animal Crossing, ça me permet de me détendre à ce moment-là. Puis à un moment, je cède aux sirènes. Voilà, je prends le dernier avion qui part d'Osaka pour la France, puis j'ai bien fait parce que c'était effectivement le dernier avion. Je dis au revoir à mes rares amis qui sont encore restés, qui ont un visa plus long ou une vie déjà sur place. Je me retrouve dans un aéroport, et là, j'étais seul, avec un comptoir allumé. Il y avait un seul comptoir allumé. Enfin, quand je dis seul, il y avait personne quand je suis arrivé dans l'aéroport, mais vraiment quand je dis personne, même personne ne travaillait dans l'aéroport, j'ai croisé personne. Il y avait un comptoir qui était allumé, tout le reste était éteint, c'était vraiment lunaire. Puis au bout d'un moment, j'ai dû croiser 3 personnes dans tout l'aéroport. C'était vraiment lunaire. Après, j'ai quand même croisé quelques personnes qui sont arrivées prendre un des derniers avions aussi. Certains c'était des touristes, d'autres c'était des gens qui habitaient sur place, mais on n'était pas très nombreux. On n'était vraiment pas très nombreux. Pour vous dire, même dans l'avion, j'ai eu le droit à toute une rangée d'avions juste pour moi, voilà, parce qu'ils ont séparé les gens pour le Covid et j'avais vraiment une rangée entière pour moi. Donc c'est le meilleur trajet d'avion que j'ai jamais fait, même si j'étais très triste. C'était le meilleur trajet d'avion. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi un peu de relativiser ce moment-là parce que c'était lunaire, c'était vraiment lunaire. Et là, je rentre en France, hein, je galère pas mal, j'ai pas le temps vraiment de penser à tout ça. J'ai pas le moral, mais voilà, pas le temps de penser à tout ça parce que je dois trouver où aller, comment y aller. J'ai plus de chez moi, tout est bloqué, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il y a ma sœur qui accepte de m'accueillir, mais il faut que j'arrive à aller dans le sud de la France. Bref, c'est pas simple, beaucoup de galères, pas le moral. Bref, le retour en France, il était sympa. Comme beaucoup d'entre nous, hein, je finis par rester chez ma sœur pendant un bon mois. Bon, j'ai de la chance, elle a une piscine, donc je profite. J'ai pas de travail, donc voilà. Je relance des trucs administratifs, je réactive mon chômage, parce que vous savez, j'avais prévu ça, hein, c'est pas une chance, enfin si c'est une chance, mais je veux dire, je l'avais prévu d'avoir du chômage en rentrant. Tout était prévu justement pour éviter de pas être trop en galère, sinon j'aurais pas fait ça, hein, je serais pas revenu avec genre 2000 balles en me disant qu'est-ce que je vais faire. Donc heureusement, j'avais du chômage qui pouvait tomber pendant un an. Et donc voilà, je réactive mon chômage, mes impôts, etc. Je fais toutes les démarches, mais bon, en ligne, hein, parce qu'on peut pas bouger. Et puis quand on peut se déplacer à nouveau, je remonte vers Paris chez un ami, parce que je me dis, ça sera plus cool, je serai sur Paris, pour le moral c'est mieux que dans un petit patelin, même si ma soeur est très sympa, mais voilà, j'ai pas de voiture, j'ai rien, donc qu'est-ce que je vais faire là-bas? Si je veux chercher du boulot, je serais mieux à Paris, donc voilà, je retourne chez un ami qui veut bien m'héberger. Donc je retourne chez cet ami, car juste avant de partir au Japon, hein, le dernier jour, je parlais aussi avec une amie de quoi faire et comment faire pour revenir, pour m'installer ici, parce que c'était là, je dis là je quitte, mais il faut que j'arrive à retourner ici, comment je vais faire quoi, je sais pas, ça va prendre du temps, mais je sais pas comment revenir là. Et je trouve une idée de shop, et je me dis ok, pourquoi pas, ça prendra sûrement énormément de temps, mais essayons, c'est un plan, on peut essayer. J'ai un an de chômage, je fais le parasite chez un pote qui me fait pas payer le loyer, donc c'est l'occasion de remonter un peu mon compte en banque et de préparer mon projet de shop. Pendant quelques mois, je travaille dessus, je monte mes skills, je fais un business plan solide, j'en parle à des gens, à des potes qui sont intéressés, qui veulent investir. Je rencontre des amis d'amis, eux qui eux aussi trouvent le projet vraiment bon et qui souhaitent investir aussi. Donc ça commence à sentir bon, je commence à me dire, ah putain, y a peut-être un truc à faire quoi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de thunes. Je vous le rappelle, hein, moi je suis arrivé, il me restait 4000 balles sur mon compte, j'ai dû me racheter un ordi parce que mon ordi m'a lâché, j'ai fait un emprunt à un pote pour pouvoir me racheter mon ordi parce que c'est quand même un outil un peu de travail pour moi. Donc voilà, je suis vraiment au niveau zéro quoi. Donc là, effectivement, j'ai cette chance-là d'avoir un pote qui m'héberge et d'avoir le chômage, mais encore une fois, je dis c'est la chance, mais j'avais prévu. Le chômage était prévu, j'avais demandé à mon meilleur pote à me dire voilà, ça va peut-être finir comme ça, donc si ça finit comme ça, s'il te plaît, aide-moi. Je l'avais prévu à l'avance, quoi, avant de partir même au Japon. Et j'aurais même dit, parce qu'à un moment, il m'avait proposé, comme d'autres personnes, m'avaient proposé de me prêter de l'argent pour monter ma boîte au Japon. Vous savez, pendant l'été où j'avais pensé à faire un truc, j'avais dit non, moi je veux pas, je veux que vous soyez là si un jour je suis dans la merde. Je suis pas dans la merde. Ça peut m'aider à faire un projet, mais je suis pas dans la merde. Mais si par contre, il y a des possibilités que je sois dans la merde après ce projet-là, je veux que vous puissiez m'aider dans ce moment-là où j'en aurais vraiment plus besoin que là maintenant où c'est pas un besoin vital. Et bon, ce qu'il a fait, je le remercie énormément, parce que, encore une fois, il était pas obligé. Donc il m'a hébergé gratos, donc ça c'était cool. Donc voilà, mais moi, le problème pour tout ce projet-là que je suis en train de préparer, c'est que j'ai pas une thune, donc je peux pas investir. On me fait comprendre en plus que les banques investiront pas dans un projet comme ça, que quand tu lances un projet, c'est tes familles, c'est ta famille ou tes amis, sinon c'est zéro. Voilà. Des business angels qui veulent investir me disent que mon projet est canon, mais qu'effectivement, pour le lancer, il faut de l'argent perso. Et ensuite, l'argent des banques et des business angels, il pleuvra, à en pas douter.
mais que pour le lancer, bah, débrouille-toi, voilà. Car oui, on prête toujours qu'aux riches, hein, c'est bien connu, et c'est effectivement ça. Tous les gens qui vous disent qu'ils ont réussi, etc., souvent quand on gratte, c'est des fils à papa, c'est parce qu'il y avait de l'argent derrière et tout, ils ont sûrement eu des bonnes idées, etc., mais la même personne qui a une bonne idée, mais qui n'a pas d'argent, bah, y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Ça veut pas dire qu'elle peut pas, il y a des gens qui sont encore plus débrouillards, il y a des gens qui sont margoulins, il y a des gens voilà, qui vont réussir, mais souvent c'est beaucoup plus dur que si vous avez une famille derrière, si vous avez un petit héritage, si vous avez un machin. Effectivement, c'est plus simple que quand vous avez rien, où là, bah, on prête pas à celui qui a rien, même s'il a une très bonne idée. Voilà, c'est souvent comme ça, malheureusement. Et là, je l'ai pris, bon, je le savais, hein, j'ai pas découvert la vie, mais je l'ai pris encore une fois en pleine face en me disant, bon, bah oui, tu vois, si j'avais de la famille qui avait un peu de patrimoine, qui avait 40 000 balles à me filer et tout, bah ouais, là j'aurais lancé mon shop. Bah, j'aurais déjà mon shop au Japon. Est-ce que ça aurait marché? Peut-être pas. Mais j'aurais pu lancer mon truc et j'aurais eu des investisseurs après qui auraient suivi, etc. Mais là, sans argent, bah, c'était compliqué. C'était compliqué de partir avec pas grand-chose. Puis moi, comme je vous le dis, je suis pas un risque-tout, je suis pas un foufou, donc j'allais pas partir avec un truc super bancal en n'ayant pas d'argent dans les poches. Voilà, je veux quand même que ça soit un peu carré, que ça soit un peu réglo, quoi. Et il y a des gens qui sont des risques fous et puis pour qui ça marche, hein. Mais il y en a plein pour qui ça marche pas, parce que du coup, ils sont partis un peu trop dans des délires. Parfois ça marche pas, mais moi, j'ai pas ce syndrome de l'aventure extrême pour tenter ce genre de truc, si j'ai pas un minimum de filet de sécurité, quoi. Donc voilà, donc du coup, moi j'ai pas cet argent-là, donc du coup, partir à l'aventure comme ça avec un peu d'argent, c'est pas possible. Donc en fin d'année, vers octobre-novembre, je me rends compte que bah voilà, ça le fera pas quoi, en tout cas pas tout de suite, et qu'il va falloir que je trouve un boulot. Mon chômage se stoppera en avril, donc bah je me dis en décembre, faut que je commence à chercher du taf quand même, parce que là, on arrive un peu à borderline quoi. Je me remets donc dans le marché du travail, totalement déprimé, hein, parce que qui dit travail dit s'installer vraiment à nouveau en France, économiser pendant des années pour monter ma boîte, pour mon shop, parce que forcément faire des économies, on n'économise pas 1000 balles tous les mois comme ça, quoi. Et retourner dans le monde du bullshit LinkedIn qui me fait vomir, moi j'en peux plus de ce monde-là. L'internet me fait un peu vomir, LinkedIn me fait dégoupiller, le côté startup nation et tout, etc. C'est vraiment pas ma cam. Bref, c'est la déprime. Je regarde les offres, je vomis pas mal, voilà, comme je vous le dis, hein. Bon, pas en vrai, hein, mais vraiment, c'est le truc qui ça me fatigue. Dans toutes les annonces qui sont méga ridicules, avec des termes méga ridicules, avec des trucs qui sont totalement stupides, totalement pas cohérents, où tu sais pertinemment en plus que l'annonce est fausse, que ce qu'on va te demander finalement à faire après, ça sera pas ça. Puis on te demande toujours des compétences de ma boule, on va te demander de parler 15 langues alors que les mecs ils vont parler qu'en français dans la boîte. Enfin, c'est que des trucs ridicules sans arrêt. Mais donc, tous ces trucs-là, moi, me dépriment assez violemment. Je passe un premier entretien en ligne qui est totalement ridicule, avec des questions mais méga cons, une présentation vidéo à faire, des questions idiotes à laquelle je réponds en leur disant que leurs questions sont connes, parce que vraiment, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche dans ces cas-là, j'ai clairement pas envie de travailler pour des boîtes comme ça. C'est vraiment des questions idiotes de Startup Nation. Malheureusement, tout le marché est comme ça et du coup ça me déprime vraiment. Vraiment, je suis vraiment très déprimé. Je me rappelle que les fêtes de fin d'année, plus début janvier, parce que ça a duré 3 semaines ce moment-là, ouais, j'étais vraiment en mode à regarder les annonces, à passer des entretiens comme ça en ligne où j'étais là à dire j'ai pas envie d'être dans ce monde-là, vraiment pas quoi. Heureusement, je recontacte un pote, un peu avant, je sais qu'il a une boîte, mais je l'appelle pas pour ça, hein, mais parce qu'il a vécu un drame dans sa vie cette année, et du coup je me dis que pour le nouvel an, la moindre des choses, ça serait d'envoyer un petit message, même si normalement j'envoie pas trop de messages et tout. Je me dis quand même, il a pas eu une année vraiment très sympa, il lui passait un truc vraiment très grave, et du coup je me dis, je vais lui envoyer un petit message, voilà, pour lui dire ça va, j'espère que ça va mieux, machin et tout, blablabla, enfin un truc basique quoi. Et puis là, du coup, lui il me répond, et puis il apprend que je cherche du taf. Et vu qu'ils ont appris à travailler en remote avec le Covid, du coup, il me propose un job dans sa boîte. Alors je me dis cool, là, cette fois c'est pas de bullshit, je le connais, puis j'ai pas d'entretien à passer bullshit. Puis en plus, je sais que c'est pas du bullshit marketing avec plein de conneries à la con, avec des termes. On va toujours t'inventer des nouvelles méthodes débiles, alors qu'en fait, c'est juste mettre des post-it, faire des to-do list dans des tâches, alors qu'on va dire ah non, mais ça c'est la méthode Mike Callowell, machin et tout. Tout ça parce que les post-it sont jaunes à la place d'être rouges. T'as envie de te dire arrêtez les conneries. On fait des meetings debout, ça change tout. Ouais, c'est vrai que ça change tout. Hein, bref, toutes ces conneries là, moi il faut bien payer les gens de marketing et de communication. Bref, désolé si vous travaillez dans le marketing et la com, mais j'ai pas un grand amour pour les gens de marketing et de communication. Il y a des gens qui travaillent très bien, il y a des vrais trucs, hein, mais il y a beaucoup de bullshitage, quoi. Moi, j'ai connu Internet avant que le marketing arrive, et je peux vous dire que c'était un monde qui était vraiment très très différent. Voilà, qui était beaucoup plus cool à bosser. Et à partir du moment où les gens de marketing ont perdu leur travail parce que tout se faisait sur Internet, ils ont débarqué sur Internet. Et là, ça a vraiment changé le monde d'Internet. C'est devenu de la merde. Voilà, vraiment, en toute honnêteté, pour moi, c'est devenu de la merde. Mais bref, malheureusement.
Mais bon, là, du coup, je suis content, parce que là, je suis pas dans une boîte bullshit, je sais ils ont pas une grosse équipe marketing, etc., donc je sais que je vais pas retrouver là-dedans, puis de toute façon, la communication, la façon de s'organiser est très ancienne et très old school, pas top même, sur certains trucs, mais bon, on m'embauche aussi pour ça, justement. Donc, je me suis dit, ok, let's go, faisons ça. Puis c'est un pote, je le connais bien, je connais ses valeurs et tout, etc., donc je me dis, ouais, ça peut être cool, faisons ça. Une boîte qui est au Canada. Donc je me dis, bon, bah oui, c'est à l'extérieur, c'est pas en France. Et donc, du coup, je me dis, finalement, je peux revenir à ce que j'avais prévu au départ. Peut-être faire le digital nomade, parce que là, je vais travailler en remote à distance. Alors pourquoi pas. Et puis, je pourrais même travailler au Japon quand ils ouvriront les frontières en mode digital nomade. Voilà. Et là, du coup, on est en janvier, quoi, 2021. Et du coup, je retrouve le sourire. Alors, je laisse passer avril pour économiser un peu. Et je commence mon aventure de nomade. Puis bon, de toute façon, il y avait encore les frontières qui étaient un peu compliquées à ouvrir avec le Covid. On pouvait pas bouger comme ça. Il y a eu quelques épisodes là pendant l'hiver. Et donc là, en avril, je décide de commencer mon aventure de digital nomade. Et donc je file à Strasbourg. Bon, j'avais déjà commencé un petit peu finalement en étant en Écosse, mais on va dire que là, c'était vraiment un vrai digital nomade avec un salaire qui tombait. Voilà. Donc je commence à Strasbourg, parce que au début c'est plus simple d'être en France, parce qu'il y a encore les frontières qui sont fermées et tout, donc je me dis, je crois que ça commence à rouvrir, mais bon, vu qu'il n'y a rien de sécure, je me dis, je vais déjà bouger en France dans une ville, je vais découvrir une ville. Puis après je vais à Budapest, puis Vienne, puis re-Budapest, et en vivant en nomade, j'arrive à économiser pas mal. J'économise 1 000 € par mois, ce qui est quand même beaucoup. C'est une vie solitaire, mais ça me dérange pas, voilà. Je découvre des villes, des lieux, des pays, et c'est marrant. Alors quand je dis que j'économise beaucoup, c'est parce que déjà je prends des Airbnb qui sont normales, tu vois, genre je paye pas trop cher, je suis dans des villes qui coûtent pas trop cher, je fais exprès, je vais pas à Copenhague par exemple, j'adorerais vivre à Copenhague, j'adore Copenhague, mais bon, les prix des loyers sont hors de prix, donc j'essaie d'aller dans des villes qui coûtent pas trop cher. J'achète rien, j'ai pas de besoin, j'ai pas besoin d'acheter de meubles, j'ai pas besoin d'acheter des affaires parce que j'ai une valise et tout doit rentrer dans une valise, donc c'est le principe de, de Full Metal Alchemist. Il faut, quand vous faites rentrer quelque chose, il faut enlever quelque chose, voilà. Donc si je fais rentrer quelque chose dans ma valise, il fallait que j'enlève un truc de ma valise, donc forcément vous limitez les achats. Donc j'achète vraiment rien. Je vais pas au resto parce que je travaille la nuit, donc j'ai pas le temps d'aller dans les restos, etc. Mes seules dépenses finalement, c'est d'aller dans les coffee shops la journée. Voilà, c'est ma seule dépense. J'ai que cette dépense là. Donc j'économise 1 000 € par mois et donc c'est plutôt cool. C'était une vie à un moment donné où je suis reparti vraiment avec rien. Et là j'ai pu remonter mon compte en banque assez rapidement. À l'espace d'une bonne année et demie, j'ai bien remonté mon compte. Ce qui m'a permis aussi justement de venir m'installer au Japon après par la suite. Donc voilà, en plus du coup je découvre des villes, comme je vous le dis, c'est marrant, c'est sympa. J'ai un rythme de travail qui est décalé. Parce que je travaille l'après-midi jusqu'à minuit, donc pas de vie nocturne, mais j'aime bien. Voilà. Puis en plus ça me fait plaisir parce que je vois que mon compte en banque il reprend des couleurs, comme je vous le dis. Puis je me dis, si je continue comme ça, d'ici 4-5 ans, j'aurai assez pour ouvrir mon fameux business au Japon. Bosser en freelance, en visa business, pourquoi pas, parce que là j'avais un peu oublié l'histoire du shop, et je me suis dit, je pourrais peut-être avoir un visa business. Et puis avant, je pourrais faire du nomade, c'est-à-dire avoir le meilleur des mondes au Japon, c'est-à-dire pas vivre à plein temps, puis découvrir des villes, comme ça après, peut-être que je vais me dire, finalement Sapporo, c'est la ville que j'adore, voilà. Je pourrais faire 3 mois à Sapporo, 3 mois à Tokyo, 3 mois à Fukuoka, tu fais ça pendant 4-5 ans, en visa touriste, puis moi je travaille en mode nomade. Et voilà, donc je serai pas en vacances, mais tu vis sur place, sur une ville pendant 3 mois. Et je me dis, ça peut être sympa. Il n'y avait pas encore le visa pour nomade, ça n'existait pas encore pour le Japon. Le visa digital nomade, qui est quand même compliqué à avoir au Japon. Et du coup, je me dis, c'est un bon coup, c'est un bon truc, voilà. Sauf que, oui, la vie n'est pas toujours facile comme on a envie. Le Japon, vous le savez, n'ouvre pas ses frontières. Et donc la première année se passe, on est en 2021 et rien. Moi, j'espérais peut-être, je m'étais dit, je fais Strasbourg pendant l'été, je vais à Budapest jusque fin d'année, puis peut-être que je peux aller. Non, parce que toujours rien. Donc on est à Budapest, je pense qu'il est novembre, un truc comme ça. Je crois que je fais septembre, octobre, novembre à Budapest, puis je me dis, Japon, toujours pas. Peut-être l'année prochaine, le Japon, voilà, en mars. Donc je vais à Vienne. Puis après, ils viennent, je reste jusqu'en janvier, février. Puis là, je vois que le Japon, toujours pas d'ouverture prévue. Donc du coup, pas de touristes, rien, personne ne peut aller au Japon. Donc je me dis, ça sera pas pour cette année, a priori, que je pourrais faire nomade au Japon, encore une fois. Donc là, ça commence à me manquer un peu, parce que ça fait quand même 2 ans. Ça fait depuis 2020, 2021, ça va faire quasiment 2 ans, peut-être pas 2 ans, mais 1 an et demi que je suis pas allé au Japon. Et c'était la plus longue période depuis longtemps, et là, que ça commence à me manquer pas mal. Alors je dis 2 ans et demi, c'est ça, ça doit faire une bonne année et demie. Je pense que quand je suis revenu au Japon, ça faisait quasiment 2 ans que j'étais pas revenu au Japon. Donc j'étais parti au Japon depuis 2 ans. Et donc le Japon n'ouvre pas ses frontières, donc là c'était quand même... c'était dur, parce que moi c'était un peu mon projet, c'était quand même de revenir au Japon. Donc oui, j'ai un boulot, oui je fais du nomade, c'est bien, je découvre des villes et tout, mais j'ai pas de chez moi, je suis quand même... le nomadisme c'est bien, mais en même temps il faut avoir envie de faire ça. Moi mon plan c'était de venir au Japon. Donc c'est un truc en attendant, mais c'est pas non plus mon rêve. Et du coup là de me dire... ou même le nomadisme au Japon pendant 3 mois, 4 mois...
Ça aurait été cool, j'aurais aimé, j'aurais apprécié, et j'aurais pu vivre le nomadisme comme ça en disant chaque année je fais 6 mois au Japon. Voilà, c'est bien, tu vois, j'aurais pu apprécier ça. Mais là, ça faisait les années passées, les mois passés, puis toujours pas de Japon, puis c'était mal parti, quoi. Donc j'avoue que là, c'était un peu la déprime. Mais entre-temps, il se passe un truc. Et là, il arrive une bonne nouvelle. Je me souviens, j'étais à Budapest, et il y a un des auditeurs du podcast qui me contacte, et qui me dit merci. Voilà, tout simplement, il me dit merci parce que, enfin, c'est sa femme qui me contacte et qui me dit merci. Parce que grâce à Explore Japon, grâce à ce podcast, ils ont choisi de vivre à Kyoto. Du coup, il me dit, ouais, on pensait Tokyo, mais finalement on a choisi Kyoto à cause de toi, tu nous as motivés avec tes podcasts et tout, puis on est bien content, on est bien content à Kyoto. Bon, je suis content pour eux, voilà. Puis du coup, on discute, je suis quelqu'un de curieux, parce que ça m'intrigue, et je veux savoir comment ils sont venus au Japon, quoi. Parce qu'ils me disent à un moment donné qu'ils sont venus au Japon et qu'ils ont fait leur propre visa. Je fais leur propre visa, ça n'existe pas. Je fais, vous avez créé votre business visa. Il fait, non, on est en visa travail, mais on a créé notre propre visa travail. Bon, j'étais là, je fais, c'est quoi encore ces conneries? Encore des mecs qui racontent n'importe quoi. Enfin, ça n'existe pas. On peut pas faire son visa travail, quoi. Donc je me dis, bon, il y a encore un truc que j'ai pas compris. Enfin, voilà. C'est pas possible. Bref, on discute. Et puis, je découvre que finalement, le portage salarial, que je connais en France, ça fonctionne aussi à l'international. Et là, du coup, ah ouais, vous êtes venu en portage. Donc moi aussi, je pourrais le faire, en quelque sorte. Mais là, ça a été une période vraiment d'ascenseur émotionnel. Oh my god, je peux revenir au Japon, genre vraiment l'excitation. Et puis attends, parce que oui, ok, ça marche, mais il va falloir faire des calculs. Parce que ça va pas être si simple que ça. Et puis, tu fais tes calculs, tu fais tes calculs, puis tu te dis, ah putain, mais ça passe, en fait, ça peut passer, etc. Et là, tu te dis, oh, ascenseur émotionnel, si, en fait, finalement, je peux le faire, etc. C'est ça, ça me refait penser un peu à quand j'ai cru que je pouvais aller à l'école, et puis finalement, que j'avais contacté un autre mec, qui avait pu faire une école au Japon, puis que le mec m'avait donné les vrais budgets, puis j'étais là, je fais, non, en fait, je suis pas du tout. Vraiment, ascenseur émotionnel. Donc là, c'était genre, oui, je peux. Donc du coup, je contacte des boîtes, je contacte. Alors, en plus, ils m'avaient donné des mauvais chiffres, vraiment des très mauvais chiffres, je me souviens. Alors, c'était cool, c'est gentil, ils m'ont donné c'est grâce à eux que j'ai pu venir, donc je les remercierai jamais assez. Mais c'est vrai que les premiers chiffres qu'ils m'avaient dit pour combien ça leur coûtait et tout, etc., étaient vraiment pas du tout les mêmes que moi j'ai pu voir. Et du coup, quand je regarde, moi je contacte une première boîte à l'international, et là, douche froide, il faut avoir un très très bon salaire, vraiment un très très gros salaire pour que ça fonctionne. Et parce que c'était une grosse boîte qui s'occupe des expats pour des boîtes comme L'Oréal, voilà, pour des grosses boîtes internationales. Donc du coup, voilà, c'est pas fait vraiment pour le mec qui veut partir tout seul. Donc je me dis, bon, ça c'est mort, c'est pas du tout les chiffres qu'on m'avait donnés. Mais du coup, je baisse pas les bras, je fais d'autres recherches, donc je cherche d'autres boîtes qui feront ça, puis je me dis, il faut que j'aille chercher dans des plus petites boîtes. Il y a peut-être des petites boîtes qui font ça, qui vont faire ce boulot de partage. Donc je cherche des petites boîtes japonaises, j'en contacte 2. Il y en a un qui ressemble un peu Margoulin, qui a l'air vraiment pas cher, qui fait vraiment des trucs et tout, mais ça semble pas très clean. Voilà, puis je vois des reviews, ça a pas l'air très clean, de gens qui ont utilisé avec. Donc je me dis, bon, vaut mieux pas non plus partir dans des galères à la con, parce que c'est des mecs qui sont honneurs de ton visa en quelque sorte, donc c'est quand même, faut faire attention. Et puis je vois une autre boîte qui a l'air un peu plus sérieuse, qui a l'air un peu plus cool, donc je les contacte, je prends un rendez-vous avec eux, c'est un Français en plus qui est là, donc je peux parler en français avec lui. Donc on se fait un petit meeting, et puis je lui explique mon projet, machin et tout, etc. Je lui fais des calculs, enfin lui il me fait mes calculs, et en fait en faisant les calculs, je vois que ça marche pas. Moi j'avais fait des calculs via un site et tout, mais je vois qu'en faisant ces calculs à lui, non, encore une fois, c'est trop tendu. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vais devoir payer, etc., le coût que ça me coûte de faire un portage salarial et par rapport à mon salaire, je vais pas pouvoir vivre au Japon. C'est-à-dire, je pourrais vivre, mais en mangeant des cups ramen, en habitant dans un 10 mètres carrés, c'est pas ce que je veux. Donc douche froide. C'est genre, c'est pas possible. Je me souviens que c'était le jour de mon anniversaire, donc belle nouvelle pour ton anniversaire, c'était le 24 octobre 2021, donc du coup, j'étais vraiment dépité ce jour-là, parce que j'y croyais, moi j'avais fait mes petits calculs, puis c'était tendu les calculs, Je savais que j'allais perdre un peu d'argent, ou que ça allait être genre juste limite, mais là, du coup, il me casse mon truc, et genre c'est plus possible. S'en passe quelques jours, puis je décide de refaire encore les calculs, de rechercher et tout, et je me dis, mais non, il s'est trompé, c'est pas possible. Moi, quand je fais mes calculs, alors après, moi, je suis pas sûr de 100%, parce que je fais des calculs en ligne avec des sites, machin et autres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Il y a plus de chances que lui, il sache que les sites internet sur lesquels j'utilise, ou c'est des sites en japonais, où tu peux faire des genres d'évaluations par rapport à combien tu gagnes, combien vont te prendre les impôts, etc. Parce qu'il faut pas oublier, je dois payer des charges patronales, des charges salariales, et je dois payer en plus la boîte de portage. Donc voilà, tout ça fait que, plus il va falloir que je paye mon visa, parce que c'est pas eux qui vont payer mon visa, donc c'est beaucoup de dépenses. Et là, je suis là, je dis, mais non, mais c'est tendu, mais c'est pas les chiffres qu'il m'a donné. Donc je le recontacte, on se rappelle, et là en fait, bonne nouvelle, effectivement, il s'est trompé. Alors bon, bien sûr, il me dira pas qu'il s'est trompé, il me dira non, c'est pas ce que j'avais dit, etc. Bon, bien sûr, effectivement, c'est ce qu'il avait dit. Faut dire que cette boîte a quand même, dans l'ensemble, bossé correctement, mais ils ont fait quand même pas mal d'erreurs. J'ai pas été content totalement de cette boîte. Mais bon, ils ont pas non plus fait, ils m'ont pas arnaqué, ils ont pas fait des trucs et tout, ça va. Mais c'est juste que parfois c'était pas très clean, voilà, les calculs ou les informations.
On va dire que par rapport au service parce que je payais quand même 1000 balles par mois, hein, il faut quand même se rappeler, c'est à peu près 1000 euros par mois que je leur lâche, le service valait pas 1000 euros par mois. Je suis très content de vivre au Japon, etc. et tout, mais voilà, quand tu leur posais des questions, des trucs comme ça, parfois c'était un peu moyen le niveau des réponses. Mais je vais pas non plus leur cracher dessus, ils ont fait quand même un boulot correct. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, je pense qu'il y a des boîtes qui sont largement pires, je sais pas s'il y a mieux, donc ça reste quand même une option pour venir faire du portage salarial au Japon. Mais je vais pas dire que j'étais satisfait à 2000%. Et surtout, ils ont mis énormément de temps pour faire les papiers, j'aurais pu venir bien avant, etc. Au Japon, j'aurais pu venir dès mars peut-être plutôt que d'arriver au mois de juin. Puis il y avait deux trois autres petits trucs comme ça où j'ai dû me battre pas mal aussi, tu sais, genre de corriger des trucs où ils s'étaient trompés, enfin bref. Ça n'a pas été toujours parfait, mais bon, c'était pas non plus, encore une fois, c'était pas des voleurs, c'est pas machin. Donc là, bonne nouvelle arrive, je sais plus exactement quand est-ce que ça arrive, mais ça doit arriver en novembre, je pense. Bonne nouvelle, je peux venir vivre au Japon. Voilà, je peux venir vivre au Japon, alors après, ça en vient de quand ? Parce que les frontières étaient toujours fermées, parce qu'après, il fallait quand même régler des problèmes, il y a encore des petits trucs que j'avais pas prévus à régler avec ma boîte canadienne, etc. Parce que forcément, c'est la boîte canadienne qui doit être client principal et qui doit payer en direct. Moi, je pouvais pas payer pour la boîte canadienne. En gros, c'est un peu comme si la boîte canadienne m'avait envoyé au Japon. Sauf qu'en fait, eux, ils m'ont pas envoyé au Japon, puis ça leur apporte rien. Puis moi, je suis freelance, donc j'ai dû leur rembourser une partie des frais. Ils ont dû payer, en fait, c'est eux qui ont dû payer les frais de mon visa et les frais originels. Mais eux, ils n'ont pas besoin de payer. Donc c'est moi qui ai dû après rembourser ma boîte d'une certaine façon en baissant mes factures que je faisais pour qu'ils s'y retrouvent. Bref, ça a été tout un micmac. C'était pas simple. C'était aussi encore une fois du stress. Puis il y avait le Covid. Le Covid, c'était très stressant. Covid en tant que nomade, c'était pas ouf parce qu'ils changeaient les règles sans arrêt. Je me souviens que j'ai dû rentrer par exemple en début d'année. J'étais à Budapest, je venais d'arriver à Budapest, et en fait j'ai dû rentrer en catastrophe en France, alors que je devais changer de Airbnb à ce moment-là. Bref, je voulais pas partir avec mes valises, enfin c'était un gros bordel, juste pour venir faire la nouvelle vaccination, parce que sinon après je pouvais pas me déplacer comme je voulais, c'était galère. Je me souviens que ça a été très difficile, pareil pour Vienne, ils étaient en lockdown juste avant que je vienne à Vienne, c'est-à-dire qu'un mois avant ils ont fermé Vienne complètement, donc on pouvait plus y aller, et moi j'avais déjà loué un Airbnb en avance. Et du coup, j'étais là en mode, peut-être que je vais pas pouvoir y aller, donc où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je fais ? Et ils ont rouvert, genre, je crois, 1 ou 2 jours avant que j'arrive à Vienne. Donc les frontières ont réouvert 1 ou 2 jours avant que je débarque. Donc ça a été des moments de stress vraiment très compliqués de trouver des Airbnb, de savoir comment faire avec le Covid. Donc c'est une période qui était rigolote, mais une période, encore une fois, qui a été très stressante pour plein de trucs annexes. Mais là, la bonne nouvelle, s'en vient effectivement le mois de novembre, et j'ai la bonne nouvelle de je peux aller au Japon. Encore une fois, après compliqué, plein de choses à préparer, mais on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure. Donc là, on aura fait combien d'années ? On a fait 2019, 2020 et 2021. Voilà, donc on a fait 3 ans, donc on n'a pas fait les 4 ans. Et donc le prochain épisode, on va peut-être essayer de faire les 4 ans qui sont mon retour au Japon finalement. Et puis c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans que je vis au Japon, 3 ans et demi, plus on va dire la demi-année qui va... Enfin pas 3 ans et demi, on se fait un peu... Ouais, 3 ans, ça fait 3 ans que je vis au Japon maintenant, que je revis au Japon. Et plus, on va dire qu'il y avait il y a eu 6 mois là, qui sont passés où j'étais entre les deux. Donc on fera cet épisode 3. Donc là, ce sera une fin d'épisode un peu moins, sans David Bowie, sans truc. Mais il y a quand même encore un petit peu ce côté... c'était encore une fois un peu magique, puis ascenseur émotionnel, et puis on savait pas trop, j'étais un peu excité, mais en même temps j'étais un peu paniqué. Et puis je savais que j'allais repartir au Japon dans des conditions qui étaient bien quand même, mais pas optimales. Je savais qu'en vivant au Japon, j'allais devoir me serrer énormément la ceinture. Le truc positif, c'est que j'avais réussi à économiser de l'argent. Donc là, quand je suis parti au mois de juin 2022, donc, ça début juin, fin mai, début juin 2022, je suis parti avec mon visa travail. J'avais quand même économisé 30 000 euros sur mon compte, donc j'étais reparti en très peu de temps de 0 à 30 000, parce que j'ai réussi à économiser pas mal d'argent, là, entre payant pas le loyer au départ, puis après économiser 1000 balles en étant nomade. Donc j'avais réussi à bien remonter mon compte. Et c'est des questions que je me suis posées aussi, hein, parce que quand j'ai fait le portage salarial, j'étais à 20 000 et quelques euros, je pense, pas loin des 30 000, et je me suis dit, il me manque 10 000 pour monter ma boîte. Un peu plus de 10 000, parce que si vous devez partir avec 40 000 euros, vous savez que il faut un peu plus, parce qu'il faut quand même de l'argent de côté pour vous, pour payer vos premiers trucs, pour payer vos premières factures et compagnie, quoi. Vous pouvez pas partir avec juste 40 000 et puis avoir 0 sur votre compte, parce que forcément, quand je suis arrivé ici, j'ai eu plein de dépenses. J'ai dû dépenser pour prendre mon appartement, pour acheter des meubles, etc. Donc je me disais, voilà, j'ai peut-être fait la moitié finalement du parcours. Puis vu que je gagne 10 000, je peux économiser entre 10 et 12 000 par mois. Bon, peut-être que si j'attends dans 2 ans, je peux partir au Japon en mode business travail, et puis là, ne pas avoir à payer un portage, etc. Donc j'ai fait plein de calculs pour savoir si c'était plus avantageux de partir en business travail ou partir en business comme ça, en me disant là je vais faire ça pendant 2-3 ans, mais ça me laisse le temps peut-être après de trouver un autre visa au Japon, etc. Donc j'avais fait des calculs dans tous les sens, hein, j'adore faire des calculs.
Mais j'ai finalement opté pour effectivement le portage salarial. Et donc là, on se retrouve à Vienne. Je suis à Vienne en fin d'année et ça y est, je sais que je vais. Alors je sais plus si à Vienne c'était encore le cas. Je pense que c'est arrivé après la fin d'année le résultat, parce que je crois qu'on attendait encore des infos, il y avait encore des trucs pour savoir. Bon, j'attendais mon COD ou je sais plus ce que c'est. Mon CO, pardon, CO. Mais bon, je savais pas trop quand j'allais pouvoir partir et ça me stressait aussi pas mal, parce que j'espérais pouvoir partir en début d'année, puis finalement j'ai pas pu. Enfin, partir pour le mois de mars, j'ai pu partir qu'en juin. Donc ça a beaucoup traîné, donc c'était aussi une période assez stressante. Mais ça y est, je pouvais revenir au Japon dans des conditions pas optimales, mais dans des conditions qui permettaient de peut-être tenter l'aventure. Encore une fois, c'était un truc un peu foufou. Quand je suis parti là à ce moment-là, c'est pareil, je savais pas, j'ai le plan A, plan B, plan C, un peu comme quand je suis parti à l'école. C'était plus raisonnable que l'école, dans le sens où il y a plus de chances que je reste, mais c'est toujours pareil, vous le savez, j'en ai reparlé, hein, mais ne pas parler japonais, ne pas parler anglais très bien, se dire ok, là j'ai un boulot, mais si mon boulot s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Comment je reste ici? J'en sais rien. Mon visa est lié à mon boulot, donc si mon boulot il s'arrête avec ma boîte canadienne, bah, je suis obligé de rentrer direct. Je peux pas rester ici, même si j'ai un peu d'argent de côté et tout, je peux pas rester ici. Donc c'est des plans A, des plans B, des plans C, et c'est pas forcément encore hyper sécure. Et même maintenant, je suis pas encore super sécure, même si j'ai un visa mariage. Mais ça, on en reparlera dans le prochain épisode. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan épisode 2 vous plaira. Il y aura donc l'épisode 3 qui arrivera. Je sais pas si ce sera le prochain, si on fait un petit break. Là, du coup, vous allez avoir au moins entre 1 ou 2 semaines d'écart entre le dernier épisode. Donc voilà, c'est bien, j'essaie de tenir un peu plus le rythme. J'espère que ces épisodes, encore une fois, vous ont plu. Et comme d'habitude, on se dit quoi? On dit ciao, bye bye, matane. 恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行それらを計算するのが指標後ろめ